Hey, salut à toutes et à tous. Je vais parler d'un sujet vraiment fortement ancré dans la physiologie humaine avec l'idée de l'interaction des différents substrats lorsqu'on les consomme. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on mange de la graisse, si on mange des glucides, qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Et puis, comment est-ce que certaines voies s'activent, certaines voies physiologiques, et comment certaines autres voies se désactivent quelque part? Qu'est-ce qu'on fait activement lorsqu'on mange des glucides? Par exemple, est-ce qu'on inhibe l'utilisation de la graisse? Et qu'est-ce qu'on fait quand on mange beaucoup de graisse? Est-ce que, par exemple, on inhibe l'utilisation du glucose? Et c'est cette interaction que je vais essayer de détailler pour les personnes qui sont motivées à l'idée de comprendre un petit peu plus ce qui se passe dans votre corps quand vous consommez l'un ou l'autre. Il y aura quelques détails un petit peu plus poussés, mais ce sera, je pense, encadré dans un contexte suffisamment clair et simple pour que tout le monde puisse comprendre ce type de sujet. Évidemment, si vous êtes au stade où vous ne savez pas ce que représente de la graisse ou du glucose, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué, mais globalement dans l'histoire, ça devrait être clair parce qu'il y aura des exemples avec la nutrition, quelque chose que vous mangez et ce qui se passe par la suite en fonction de l'objectif que vous voulez obtenir. Donc, première chose à mentionner, et comme ça je commence tout de suite avec le terme un peu spécifique, mais au moins je l'aurai présenté dès le début et lorsqu'il reviendra, ça ne sera plus un problème. La phosphorylation oxydative. Ça y est, c'est parti. Qu'est-ce que la phosphorylation oxydative? Vous pouvez utiliser de l'énergie avec ou sans oxygène. Donc, si vous avez de l'oxygène, vous avez des voies métaboliques qui sont différentes que si vous n'en avez pas à disposition. Dans l'idée, vous faites un sprint, par exemple, de 5 secondes. Vous voyez un bus et puis vous dites bah, si je cours pas, je vais pas l'avoir. Et vous faites, vous tapez le sprint de votre vie sur 5 secondes. Et puis globalement, pendant ce moment, vous n'avez pas eu besoin de respirer. Vous n'étiez pas en train de vous dire je respire à chaque foulée ou quelque chose comme ça. C'est évident que là, vous n'étiez pas en train de favoriser une voie qu'on pourrait appeler oxydative principalement. Donc ça, c'est juste pour l'exemple un peu extrême. D'un autre côté, si vous allez vous faire une balade en montagne et puis que vous marchez pendant 3 heures. Si vous marchez pendant 3 heures, là, c'est certain que vous allez avoir besoin de respirer. Donc voilà, c'était 2 exemples vraiment extrêmes pour montrer que dans certains cas, on n'a pas forcément besoin d'oxygène, ça peut se régler plus tard. Et puis, dans d'autres cas, on l'utilise très, très bien, spécialement pour des intensités relativement faibles, sans dire que l'un est bien, l'autre est pas bien, c'est juste pour mettre le contexte. Donc, si on veut utiliser de la graisse, admettons que ce soit un objectif, il faut d'abord comprendre ce qu'on fait quand on cherche à vouloir utiliser de la graisse. Le corps, préférentiellement, va utiliser le substrat qui est le plus facile à utiliser pour, utiliser de l'énergie de manière efficiente et la manière la plus efficiente d'utiliser de l'énergie représente la phosphorylation oxydative du glucose. Donc c'est pour ça que je vous parle de ce terme un peu spécial. C'est en gros comment est-ce qu'on va générer de l'ATP, ATP adénosine triphosphate, donc ça c'est vraiment la monnaie de base, la monnaie d'échange pour l'énergie dans notre corps. Pour générer de l'ATP de manière efficiente, il faut en gros qu'on puisse bien utiliser l'oxygène, qu'on puisse bien utiliser le glucose et qu'on puisse produire du dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone, on appelle ça le CO2. Donc ce sera peut-être plus simple pour ceux qui parlent de CO2. Et en fait, le CO2 permet lui-même de réabsorber plus facilement de l'oxygène en quelque sorte. Il y a ce qu'on appelle l'effet de Bohr, B-O-H-R, qui permet de plus facilement retirer l'oxygène de l'hémoglobine lorsque du dioxyde de carbone est produit. Donc c'est un peu comme si je vous disais que le dioxyde de carbone, il venait signaler à notre corps, et on vient d'utiliser de l'énergie, ce serait bien de renvoyer de l'oxygène à cet endroit-là. Donc c'est un espèce de voyant lumineux de il nous manque de l'essence, faites revenir de nouveau tout ça. Et donc on se rend compte que c'est un cercle qui marche, un cercle énergétique qui marche assez bien. On a de l'oxygène, on a du glucose, on produit de l'ATP de manière efficace, sans déchets entre guillemets, et on produit du dioxyde de carbone. Mais le dioxyde de carbone, c'est un déchet. Eh ben non, ben oui, c'est un déchet, c'est-à-dire que c'est pas celui qu'on va utiliser directement pour produire de l'énergie. Par contre, il a ce lien direct entre sa capacité vasodilatatrice qui va vous permettre, si vous entraînez par exemple en musculation et vous mangez des glucides dans votre journée,
vous allez avoir une bonne sensation de pump, comme on dit, une bonne sensation de congestion. Il y a facilement en gros, l'énergie va circuler facilement. Quand je parle d'énergie, je parle de glucose, je parle d'ATP, hein. Et puis, vous allez pouvoir facilement amener du sang, vous allez pouvoir facilement amener de l'oxygène, vous allez facilement pouvoir produire du dioxyde de carbone et ramener à nouveau de l'oxygène. Donc, en gros, vous allez vous entraîner, vous allez vous sentir bien, a priori, et puis vous allez avoir des bonnes sensations de contraction et vous aurez potentiellement aussi les veines un petit peu plus visibles. Donc ça, c'est lié au dioxyde de carbone. Vous avez un moyen de créer aussi une vasodilatation si vous n'avez pas de dioxyde de carbone, et là on parle d'oxyde nitrique, j'y viendrai un peu plus tard. Mais bon, dans l'idée, là, si vous souhaitez optimiser ce cycle énergétique, donc la phosphorylation oxydative du glucose, vous devez faire en sorte de le mettre en priorité. Et qu'est-ce que vous faites lorsque vous mangez de la graisse ? Par exemple, vous avez entendu pas mal de diètes à la mode, et puis vous voulez faire une diète qu'on appellerait en anglais low carb, donc avec peu de glucides. Vous voulez faire une diète cétogène, et puis vous retrouvez en cétose. En cétose, grossièrement, si vous mangez très 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 peu de glucides, même si vous n'êtes pas très actif, vous allez vous retrouver assez rapidement dans un phénomène qu'on appelle la cétose. Et comme votre corps manque de glucose, il va passer par un moyen alternatif. Donc la cétose n'est pas un mode de base, hein, c'est pas le mode choisi préférentiel du corps, c'est un mécanisme qui fonctionne pour apporter de l'énergie lorsque les glucides font défaut à un moment donné par rapport aux réserves énergétiques d'une certaine personne. C'est comme si je vous disais, bon voilà, votre voiture a plus d'essence, pas de souci, vous avez un moteur de secours électrique par exemple, qui peut prendre le relais quand vous avez plus d'essence. Ce qui fait que cette voiture est équipée pour faire encore quelques kilomètres pour aller jusqu'à la prochaine station. C'est pratique quand il n'y a plus d'essence, mais on ne va pas l'utiliser directement si ce n'est pas un moteur aussi efficace que le premier. C'est un peu ça l'idée. Et du coup, lorsqu'on cherche activement à se mettre sous cétose, on doit d'une part faire en sorte de ne pas utiliser le glucose ou qu'il ne rentre pas trop dans l'équation en gros, ou on peut se dire on mange tellement de graisse, les deux sont liés, hein, mais on mange suffisamment de graisse pour que le corps se dise bon, je dois utiliser ça en priorité. Et c'est là qu'on parle de compétition des substrats. C'est là qu'on parle du cycle de Randle, R-A-N-D-L-E. Et ça change tout, parce que dès qu'on considère l'un par rapport à l'autre, on dit plus ah bah brûler de la graisse c'est bien, brûler on devrait dire oxyder, hein, mais brûler ça ira très bien. Ah mais brûler des glucides c'est bien, ou non brûler des glucides c'est pas bien parce qu'on brûle pas de graisse. On se dit plutôt bon qu'est-ce qu'on souhaite pour que le corps fonctionne bien. Et globalement, a priori, le plus efficace, ça reste, sauf si on arrive à me prouver le contraire pour le moment, et je reste tout à fait ouvert à ce genre de propositions, mais pour avoir un cercle énergétique, on va dire, favorable, vraiment l'idée de on a de l'oxygène, on a du glucose, on produit du dioxyde de carbone, et puis on relance cette phosphorylation oxydative du glucose grâce à l'effet de bord avec une énorme simplicité grâce à la production de dioxyde de carbone. Ça me semble être difficile de mieux fonctionner que ça pour récupérer, régénérer les tissus, pour faire en sorte de bien fonctionner au niveau de notre activité thyroïdienne, pour convertir la T4 en T3, voilà, pour ceux qui voulaient 2-3 détails. Globalement, ça me semble difficile de faire mieux que ça pour la santé d'un organisme sur le long terme. Donc, supposons que voilà, ce soit en ordre de ce côté-là. Chaque fois qu'on va empiéter sur ça, c'est un peu comme si on disait non, non, mais t'inquiète, utilise le petit moteur électrique parce qu'on n'a pas besoin d'utiliser le moteur à essence. C'est vrai, fondamentalement, c'est vrai. On peut utiliser ce second moteur, on peut activer cette voie-là, et puis on peut faire en sorte de très bien s'en sortir sur une certaine durée pendant ce temps-là. Par contre, on va inhiber du coup le phénomène de base, parce qu'on ne peut pas utiliser les deux moteurs en même temps. C'est ça le postulat du cycle de Randle. Donc quand on mange trop de graisse, activement, on empiète sur la phosphorylation oxydative du glucose. Donc chaque fois que vous avez une stratégie qui vous dit j'aimerais devenir une fat burning machine, j'aimerais devenir une machine à brûler de la graisse, dans votre tête, vous pouvez vous dire mais du coup, je m'éloigne de cette manière efficace d'utiliser l'énergie. Pourquoi je fais ça ? Eh ben, souvent, les personnes vont faire un raccourci qui est celui de se dire bon, si j'oxyde de la graisse, si je brûle de la graisse, on va rester là-dessus. Je redis une fois, je ne vais pas vous embêter avec le terme tout le long. Si je brûle de la graisse, je vais activement empêcher mon corps de brûler autre chose. Donc si j'empêche mon corps de brûler autre chose,
est-ce que finalement je fais pas une espèce de concession pour ma santé? Et c'est ça l'idée. C'est-à-dire que chaque fois que vous sortez de vos réserves énergétiques, chaque fois que votre foie, vos muscles, votre sang ne disposent pas de suffisamment de glucose pour qu'il puisse être utilisé et distribué dans le corps, votre corps va trouver une solution secondaire, un plan B si vous voulez, mais va activer tout ce qu'on appelle un relais hormonal. Et ce relais hormonal va vous mettre de l'énergie à disposition parce que l'énergie de base fait défaut. Donc, je vais parler de quelques termes techniques, mais ce ne sera pas trop compliqué. Si on parle des catécholamines, par exemple, on pourrait mentionner l'adrénaline. Si on parle du cortisol, on a ici un relais hormonal qui nous permet de mobiliser de l'énergie quand on n'a pas l'énergie de base. Donc le cortisol, c'est pas juste, il est 10 heures, vous avez tel taux de cortisol, il est 14 heures, vous avez tel taux de cortisol. Il y a une partie qui est liée bien sûr au rythme circadien, mais il y a une partie qui est directement liée à la disponibilité en énergie. Et lorsque vous manquez de glucose, le cortisol est protecteur, c'est-à-dire il ne va pas laisser vos cellules mourir, vos cellules qui se disent bon, on n'a plus de glucose, on fait quoi? Est-ce qu'on se laisse mourir parce qu'elles ont besoin de ça pour survivre? Ben non, le cortisol va venir protéger ça. Il y a plusieurs choses qui vont permettre d'éviter les soucis, les morts cellulaires concrètement. L'oxyde nitrique peut venir aussi pour aider. Et là, globalement, vous avez un effet plan B qui fonctionne pas trop mal pour la durée en question. Et puis, c'est tout à fait des phénomènes que vous allez avoir quand vous faites des efforts de haute intensité. Et puis, voilà, c'est un stress. Vous pouvez tout à fait faire face à ce stress, vous récupérer face à ce stress, vous pouvez même vous adapter face à ce stress. Et globalement, ça peut représenter simplement un principe de progression, d'entraînement. Par contre, si une fois que vous avez fait votre heure d'entraînement, votre heure de musculation, de crossfit, de strongman, de body pump, de peu importe, vous avez fait une séance d'une heure qui a été difficile pour vous et puis qui vous a mobilisé pas mal d'énergie. Une fois que vous êtes sorti de cette séance-là, le but est en fait de récupérer. Et pour récupérer le mieux possible, il faut relancer aussi vite que possible la phosphorylation oxydative du glucose avec d'autres choses. Bien sûr, on pourrait parler de synthèse protéique, mais je vais sortir du côté protéines pour cet épisode-là pour pas trop compliquer les choses. Et donc, globalement, c'est pas j'ai besoin de glucose ou j'ai pas besoin de glucose, c'est est-ce que j'ai envie de tourner sur le moteur principal qui me permet de me régénérer le plus vite possible, qui me permet d'entretenir mon activité thyroïdienne, qui me permet de produire suffisamment de dioxyde de carbone pour ensuite faire à nouveau revenir l'oxygène, etc., par l'effet de bord, et considérer que globalement, chaque fois que je retourne sur ce système, mes cellules sont contentes. C'est un peu con, mais ça semble un peu simple, mais c'est vraiment ça. Donc l'idée, c'est que on a un organisme pluricellulaire, et si chacune de nos cellules cumulées se comporte bien, l'organisme dans son ensemble, on a quelqu'un qui sourit, quelqu'un qui est de bonne humeur, quelqu'un qui a de l'énergie, quelqu'un qui est curieux, quelqu'un qui a envie d'expérimenter les nouvelles choses, quelqu'un qui est actif, quelqu'un qui a envie de se bouger, quoi. Et à l'inverse, lorsque nos cellules ont chacun quelque part leur petit message à envoyer, puis disent là, on n'a plus d'énergie, c'est pas le moment de déconner, tu vas pas commencer à te bouger dans tous les sens, tu vas plutôt rester assis sur ton canapé, tu vas plutôt faire juste ce que tu as à faire et pas plus. Tu vas éviter des tâches trop intellectuelles, et puis si on t'embête, tu vas clairement couper court parce que c'est pas le moment de faire de la philosophie ou ce genre de choses. J'exagère un petit peu, mais même pas tant que ça. Donc on est dans un état où on se dit, c'est en tout cas pas là qu'on va être un explorateur curieux, enthousiaste, quoi. Alors que lorsqu'on a tout le temps un petit peu d'énergie à disposition, je parle de bonne énergie, je parle pas d'énergie de mauvaise qualité qui viendrait en gros d'aliments, je vais être un peu informel, mais d'aliments de merde. Si vous avez vraiment mangé quelque chose qui était mauvais pour votre organisme, et j'y viens dans un instant, c'est pas le même effet que si vous avez mangé, je sais pas, vous avez mangé une orange, vous avez mangé une pomme, qu'en plus vous avez épluché, donc il n'y a aucun problème de digestion. Et puis, et là, vous avez du sucre à disposition, sous forme de glucose, fructose, plus un petit peu de potassium. Bref, il a été bien assimilé, tout va bien. Disons qu'en plus, c'est une pomme qui est bio et puis locale, et que comme elle a été épluchée, puis vous avez pris le temps de la manger, vous n'étiez pas stressé, c'est que du bénéf. Donc une fois que vous avez bénéficié de ce sucre, donc de ce glucose, et de ce fructose, mais de ce glucose au final, vous allez dire à votre corps, voilà, c'est bon, il y a l'énergie, cool, fais ce que tu veux avec, profite. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. C'est-à-dire qu'on se dit, merde, comme on utilise du glucose, on n'arrive pas à brûler de la graisse. Et c'est vrai fondamentalement par quantité de graisse brûlée par unité de temps.
Pour le terme technique, ce que je suis juste en train de dire, c'est que si votre but, c'est brûler un maximum de graisse à chaque instant, eh ben oui, le mieux, c'est de rien manger. Parce que si vous mangez rien, au bout d'un moment, vous allez mobiliser plus de graisse parce que lorsqu'on utilise du glucose, on sait qu'on va utiliser le glucose avant la graisse et le corps va préférer fonctionner comme ça. Par contre, pourquoi est-ce que vous voulez brûler absolument de la graisse et un maximum de graisse à chaque instant? Vu que ce qui compte, si par exemple vous voulez perdre du poids, c'est d'être sûr qu'à la fin de la journée, vous avez perdu plus de graisse que vous en avez accumulé. Mais on a oublié la deuxième partie de l'équation ici. Comment est-ce qu'on fait pour accumuler moins de graisse? Il suffit de manger moins de graisse. Alors, je sais que pour des personnes qui viennent d'une approche, il faut manger un maximum de graisse pour brûler un maximum de graisse, faire du cardio à jeun sous caféine et puis faire du jeûne intermittent et puis même faire du jeûne 3 fois par semaine parce que sinon on brûle pas de graisse. Ce que je viens de vous dire va sûrement vous surprendre, mais on n'a pas besoin de ça du tout. C'est-à-dire qu'une fois que vous tournez principalement au glucose, donc ponctuellement oui, bah là vous inhibez la lipolyse, pour les termes techniques, on est totalement d'accord, mais tant que vous entretenez votre masse musculaire et que globalement vous mangez suffisamment et que globalement vous mangez pas trop de graisse, là en fait votre corps va tout à fait pouvoir mobiliser quelques acides gras par-ci par-là parce que vos muscles adorent lorsque vous êtes au repos, probablement que vous êtes au repos là quand vous m'écoutez, si vous êtes en train de marcher ça fonctionne aussi, votre corps, vos gros muscles, les quadriceps, le dos, les pectoraux, les bras, etc. Si vous travaillez régulièrement, les gros groupes musculaires vont mobiliser de la graisse sans aucun problème. Donc vous n'avez pas besoin de brûler de la graisse directement. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie parce qu'on se dit, pour perdre de la graisse, il faut brûler de la graisse. Et non. Pour perdre de la graisse, il faut entretenir une machine qui fonctionne bien. Et la machinerie qui fonctionne bien, elle tourne au glucose. Elle tourne avec cette phosphorylation oxydative du glucose. Elle tourne dans un mode où toutes nos cellules peuvent s'exprimer, faire leur truc, faire leur taf, avoir une bonne fonction et ne pas avoir besoin d'un excès de ce relais hormonal. Quand vous avez de l'adrénaline et du cortisol qui arrivent, c'est pas dangereux sur un événement, c'est même très bien si par exemple vous avez une situation où vous devez être très actif, très alerte, etc. Si par exemple vous marchez dans la rue et puis qu'il y a une voiture qui a une trajectoire un peu bizarre et puis vous dites mais est-ce qu'elle va pas me foncer dessus? On a l'impression que le conducteur sait pas ce qu'il fait. À ce moment-là, vous n'avez pas envie de juste rester passif. Vous voulez être au taquet. Si jamais il faut sauter pour faire un plongeon sur le côté pour pas vous faire shooter, il faut être là. Et là, c'est tout à fait quelque chose de nécessaire. Par contre, sur le long terme, le cortisol va dégrader vos tissus. Ça peut être votre masse musculaire au passage, ça peut être d'autres parties de votre masse maigre, donc ce qui n'est pas forcément de la graisse. Par exemple, la glande thymus peut facilement être mobilisée par le cortisol. Et bon, ça c'est lié au système immunitaire pour faire bref. Et donc vous pouvez diminuer cette capacité-là simplement parce que vous êtes trop longtemps avec un cortisol trop élevé. Alors le cortisol, il est là, encore une fois, pour mettre de l'énergie à disposition lorsque l'énergie fait défaut. La meilleure manière de faire en sorte qu'il ne s'exprime pas trop, c'est de dire, tiens, bah, y a de l'énergie. Je mange un fruit régulièrement. Je mange des glucides de bonne qualité, j'aime bien les patates douces, j'aime bien les pommes de terre. Et puis, là, du coup, on arrive à dire à notre corps, mais pas de souci, pas besoin pas besoin de faire un relais hormonal, le relais qui prend le relais donc face à cette utilisation du glucose sous forme de phosphorylation oxydative qui va faire en sorte que le corps puisse continuer de tourner jusqu'à ce que on puisse récupérer de nouveau un flux d'énergie plus favorable. Donc, pensez à ça comme ça. C'est pas je veux juste brûler de la graisse ou je veux brûler du glucose, c'est qu'est-ce que l'un fait par rapport à l'autre. Et je pense que la plus grosse erreur que les personnes font, c'est après avoir fait un cours fondamental et qu'ils se disent bon, comment est-ce qu'on fait pour perdre de la graisse? Bah, ils se disent, ils font un raccourci qui est faux, je le rappelle, mais donc il faut brûler de la graisse. Comment on fait pour brûler de la graisse? Ben, on sait que le glucose inhibe la lipolyse. Du coup, les personnes se disent chaque fois qu'on veut brûler de la graisse, donc dans leur tête, pour rappel, c'est perdre de la graisse, ce qui n'est pas le cas, eh ben, il faut arrêter le glucose. Et du coup, on a des personnes qui font des low carb, qui ont peur du glucose, qui pensent que le glucose va se stocker en graisse plus facilement que de la graisse qui est déjà de la graisse. Donc, ça paraît... Bon, je suis désolé d'être un peu amusé par ça, mais même moi qui suis un ancien... bon, j'ai appris pour la première fois, parce que moi je teste tout, hein, je ne sais pas il y a combien de temps ça s'est passé, mais ça doit être il y a peut-être un peu plus de 10 ans. La première fois que j'ai entendu que le glucose inhibait la lipolyse, donc le glucose empêchait
de lipolyse, de casser des lipides en gros, pour simplifier, pour l'utiliser. Et ben, le lendemain, j'ai fait 2h30 de cardio à jeun avec une double dose de caféine sur une machine qu'on appelle l'elliptique. Donc voilà, hein, moi je suis un curieux, je teste, j'ai tout de suite fait ça. Et pour brûler vraiment encore plus de graisse, après j'ai rien mangé parce que j'avais appris que, si après l'effort en plus avec, tout ce relais hormonal, ben, on mangeait rien, et ben, on allait continuer de brûler sur la durée. Ben, sur le moment, c'est clair. Alors j'en ai brûlé un paquet de graisse et puis j'étais à fond, je regardais ma fréquence cardiaque, j'étais entre 110 et 115, j'étais vraiment content de moi. J'avais tout ce qu'il fallait pour être à fat max et cetera. Je me disais: «C'est bon Will, tu brûles, tu brûles, tu brûles, c'est super». Ben, bon, fin de journée, je suis tombé malade. J'avais vraiment le système immunitaire dans les chaussettes, et j'ai appris par la suite que c'était pas la seule manière de perdre de la graisse parce que voilà, je me renseigne beaucoup et puis je teste, je me renseigne, je teste, je me renseigne et puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup mieux à faire et le beaucoup mieux à faire, c'est entretenir notre propre activité métabolique par quelque chose qui fonctionne bien avec le moins de compromis possible et c'est encore une fois cette phosphorylation oxydative du glucose. Donc on tourne aux glucides le plus souvent possible. Ça veut dire qu'en pourcentage, on devrait avoir globalement un petit peu plus de glucides que de graisse. Et puis, lorsqu'on a de la graisse, il faudrait être sûr que cette graisse-là n'empiète pas directement sur l'utilisation du glucose. Par exemple, si vous prenez des graisses de mauvaise qualité, et sans rentrer dans une grande polémique, je vais parler de graisses qui sont considérées quasiment par tout le monde comme des graisses de mauvaise qualité. Vous prenez par exemple de l'huile de tournesol premier prix, vous prenez de l'huile de soya, vous prenez ces graisses très très riches en oméga 6, qui sont simplement très pro-inflammatoires et ouais, qui vont, qui vont causer pas mal de soucis d'un point de vue stress oxydatif aussi directement dans votre organisme. Si vous avez ce type de graisse en grande quantité dans votre corps, ben là vous êtes pas vraiment dans la meilleure situation pour que votre corps comprenne qu'il peut utiliser toute l'énergie qu'il absorbe de manière efficace et vous allez directement empiéter sur votre capacité à utiliser le glucose pour régénérer mieux vos cellules d'une manière globale, mais d'une manière spécifique aussi, parce que chacune de vos cellules, si elle a le choix entre une molécule d'acide gras polyinsaturé ou une molécule de glucose, elle va pas trop hésiter, quoi. Il y en a un qui est clairement préféré à l'autre. Donc, pensez à ça peut-être la prochaine fois que vous faites vos calculs de macronutriments. Vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir un 80% de glucides, hein, c'était pas du tout le message. Donc un côté très pratique, si par exemple vous avez un 25% de protéines, 25% de graisse et puis 50% de glucides, je suis pas en train de dire c'est parfait, je suis pas en train de dire c'est la meilleure chose à faire, mais ça va très bien. Ça veut dire que globalement vous avez plus de glucose que de graisse. Les graisses, choisissez-les de bonne qualité. Je vous mettrai en lien une liste avec les aliments recommandés qu'on a publié avec Tristan dans Beyond Fitness, mais je vous la partage volontiers ici en lien, maintenant que vous avez écouté ce podcast. Puis comme ça, vous pourrez vous dire quelles sont les graisses de bonne qualité. Vous allez voir la colonne graisse, puis vous verrez qu'il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres. Mais globalement, le message ici était, voilà, il y a une interaction entre les substrats. C'est pas juste un qui est bien et l'autre qui est mauvais. Il y a toujours soit l'un, soit l'autre, soit même encore un autre. Par exemple, quand vous consommez de l'alcool, voilà, vous consommez un verre d'alcool. Si vous pensez qu'un verre de vin va vous rendre jeune toute votre vie, bon, ben voilà, vous avez fait des raccourcis pris hors contexte, comme vous pensez que le resveratrol est quelque chose d'extrêmement bon, alors que finalement ça fait pas grand-chose. Et puis vous vous dites, bon ben voilà, du coup j'ai toujours mon verre de vin tous les jours. Peut-être que vous allez prendre 2 ou 3 verres de vin à la place. Et lorsque vous avez cette présence d'alcool-là, mettons que vous avez pris 3 verres, vous avez à peu près 30 grammes d'alcool à utiliser, à métaboliser. Là, vous allez directement utiliser ça en priorité parce que le corps se dit ce truc-là, on n'a pas envie qu'il reste trop longtemps dans l'organisme, on va le métaboliser, donc ça veut dire on va s'en occuper concrètement d'un point de vue énergétique avant les autres. Ça veut dire que si vous mangez vos pâtes carbonara en même temps que vos 3 verres de vin, votre corps il dit désolé mon gars, on s'occupe de l'alcool, le reste, on stocke, on garde pour plus tard. Et donc la meilleure manière de stocker de la graisse, c'est par exemple d'être sûr d'être alcoolisé, si vous voulez un résumé un peu rapide. Donc voilà, pensez vraiment compétition des substrats, gardez en tête ce cycle de Randle, gardez en tête que le glucose n'est pas un ennemi. Pour se transformer en graisse, il faut vraiment un excès important. C'est-à-dire que vous devez passer par une voie métabolique qui est autre que on absorbe du glucose, on le stocke sous forme de glycogène. Donc glucose, glycogène, c'est la forme stockée que vous allez avoir par exemple dans le foie ou dans les muscles. En gros, c'est du glucose, on n'a pas grand-chose à faire, ça reste une espèce de glucide si vous voulez, et puis il est stocké pour pouvoir être réutilisé plus tard.
Et lorsqu'on veut faire de la graisse à partir du glucose, on doit faire ce qu'on appelle de la DNL, de la de novo lipogenèse, et ça veut dire qu'on doit synthétiser de la graisse à partir de quelque chose qui n'en est pas. Donc, première chose, et ça c'est une bonne nouvelle, si vous synthétisez vous-même de la graisse à partir du glucose, vous allez synthétiser des graisses de bonne qualité, des graisses que vous pouvez utiliser facilement. Vous allez synthétiser des graisses saturées, vous pouvez même synthétiser des oméga 9, de l'acide MED, et donc au final, vos propres triglycérides, donc ce que vous allez stocker, si c'est par un excès de glucose, ce ne sera pas trop problématique. Par contre, pour stocker de la graisse, quand on mange de la graisse, c'est déjà de la graisse. Donc vous avez de la graisse, vous la décomposez, vous avez des acides gras et vous allez former vos triglycérides. Vous avez vos 3 acides gras avec votre glycérol et puis c'est stocké dans le corps. Donc en gros, là, vous n'avez pas de transformation. Vous mangez de la graisse, vous stockez de la graisse. Merci, au revoir. Donc, c'est pas parce que vous avez stocké ponctuellement de la graisse qu'il ne faut pas manger de la graisse, hein. Ça, ce sera un autre raccourci à ne pas faire. C'est juste qu'il n'y a pas plus simple pour stocker de la graisse que de manger de la graisse. Si vous voulez stocker de la graisse en mangeant des protéines, admettons, vous mangez 1 kilo de viande sur la journée et puis vous avez tellement de protéines que votre corps ne sait pas quoi en faire, il peut les convertir et il peut les reconvertir. Donc il peut faire passer des protéines, faire de la néoglucogénèse, donc fabriquer du glucose à partir de quelque chose qui n'en était pas. Et après, s'il y a un excès de glucose avec tout ça, il peut encore le convertir en graisse. Ça veut dire que vous allez faire une espèce de double détour avant de faire de la graisse à partir des protéines. Donc c'est pas non plus un raccourci à faire pour vous dire c'est super, je mange plus que des protes, comme ça je vais pas stocker de graisse. Ce serait stupide. Ce serait un rationnel qui a duré 10 secondes, mais ce serait stupide. L'idée, c'est de globalement tourner au glucose pour dépenser suffisamment de calories sur une journée, mais dire à votre corps, c'est bon, il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut tout le temps. Et si vous voulez faire en sorte qu'il y ait juste pas assez pour votre graisse, mangez un petit peu moins de graisse. Faites en sorte, bien sûr, d'avoir quelques graisses nécessaires à un bon fonctionnement hormonal, à une bonne digestion, à un bon système immunitaire. Ces graisses-là sont indiquées dans la liste que je vous partage. Et puis, une fois que vous avez ça, n'hésitez pas à garder une certaine quantité de glucides, calculer vos calories de maintien, mangez juste un petit peu moins que le maintien, en diminuant par exemple un peu les graisses. Je vous donne un exemple, si vous mangez le fameux 1 gramme par kilo de poids de corps de graisse par jour, vous faites 100 kilos, vous mangez 100 grammes de graisse par jour, il n'y a aucun problème avec le fait de descendre ponctuellement à 0,4, 0,5, 0,6. Si c'est pour une petite période où vous cherchez simplement à perdre un peu de poids et qu'en plus vous choisissez des graisses de bonne qualité, il n'y aura pas de souci. Pour faire un exemple un peu général, sans vous dire que c'est une statistique très rigide, si vous décidez de passer de 1 gramme de graisse à 0,7 g de graisse pendant un petit moment, par exemple pour quelqu'un de 100 kg passer à 70 grammes, ou pour quelqu'un de plus léger, l'équivalent adapté, par exemple quelqu'un de 50 kg, au lieu de manger 50 grammes de graisse par jour, manger 35 grammes de graisse par jour, il n'y aura vraiment pas de souci, spécialement si vous faites des bons choix. Et là, vous allez pouvoir créer un déficit calorique sans empiéter sur cette phosphorylation oxydative de base, et votre corps sera plus à même de facilement mobiliser de la graisse tout en conservant votre masse musculaire, tout en conservant votre activité métabolique, et je dirais globalement en empiétant un minimum sur la manière préférentielle que possède votre corps, sa manière préférée d'utiliser de l'énergie, on va mettre ça comme ça. Donc je vous ai parlé depuis le début de la phosphorylation oxydative du glucose, n'hésitez pas à aller voir les détails. Rappelez-vous surtout que c'est un cycle énergétique qui permet un entretien de ce même cycle très facilement. C'est pour ça qu'on pourrait parler presque d'un cercle vertueux, c'est-à-dire que vous avez du glucose, vous avez de l'oxygène, vous avez vos petites mitochondries qui font leur boulot, qui créent de l'ATP, et puis qui créent du dioxyde de carbone. Mais le dioxyde de carbone lui-même va permettre de recapter plus facilement de l'oxygène par l'effet de bord, et c'est reparti en gros. Il manque qu'un seul truc, c'est qu'il y ait de nouveau du glucose. Voilà, c'était un épisode avec quelques détails, j'espère que je ne suis pas allé trop loin pour ceux qui ne sont pas trop fans de physiologie, mais globalement il y a quelques petits messages comme ça à retenir. Il y a le lien que je vous donne pour la liste des aliments qu'on recommande, avec aussi toutes les sources qu'il y a dedans, donc n'hésitez pas à éplucher vraiment autant que nécessaire cette fiche, allez voir les articles de référence, et vous comprendrez très bien ce que je viens de dire, si jamais avec le tout sous les yeux, tranquillement devant votre ordinateur, ou en imprimant la liste si ça vous tente aussi. J'espère que l'épisode vous a plu, et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao!